Dans cette vidéo, on va parler du rendement des moteurs et en particulier du cycle idéal de Carnot. Alors Carnot, Sadi Carnot, est un physicien et ingénieur français du début du 19e siècle qui est un petit peu une figure à part dans l'histoire de la science parce que c'est quelqu'un qui vient de l'ingénierie, c'est un ingénieur qui s'est posé des questions sur la manière dont il pouvait améliorer le rendement des machines thermiques de l'époque, en particulier des machines à vapeur. Et ce travail d'ingénieur l'a conduit à poser les bases de la thermodynamique moderne, et en particulier d'arriver jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le second principe de la thermodynamique, qui est un principe qui est extrêmement large, qui s'applique vraiment à tous les systèmes thermodynamiques. Ça veut dire qu'on peut appliquer aujourd'hui le second principe aussi bien en cosmologie que pour comprendre la dynamique complexe de l'atmosphère, ou dans plein de domaines de la physique. Donc c'est un exemple assez emblématique en fait de la relation qui peut exister entre la physique fondamentale et la physique appliquée, dans un sens qui est assez inhabituel, puisque en général les grands noms de la physique que vous connaissez sans doute, Einstein, Newton, pour ne citer que, sont des gens qui se sont d'abord intéressés à la compréhension du monde, la compréhension des grands principes du monde, et ces grands principes étant connus, ils ont ensuite pu être déclinés sous forme de différentes applications. Et bien avec la thermodynamique et avec Carnot en particulier, on a vraiment un cheminement inverse qui est assez intéressant à noter. Alors revenons maintenant à cette histoire de moteur. Donc Sadi Carnot s'intéresse à optimiser le rendement des moteurs. Alors rappelons d'abord brièvement ce que c'est qu'un moteur de façon très générale. C'est un convertisseur d'énergie. Ça va convertir la chaleur, qui est une forme d'énergie, on va dire, inutile, désordonnée, en une forme d'énergie utile qui est un travail. Utile dans le sens où ça permet de déplacer un piston ou de faire tourner une roue, d'en faire quelque chose d'utile. Donc vous avez quelque part quelque chose d'inutile, une quantité de chaleur qu'on veut transformer en quelque chose d'utile, et ce rendement de conversion de l'un à l'autre, c'est ce qu'on va appeler le rendement d'un moteur. Donc si j'ai une quantité d'énergie en joules, qui va être la chaleur disponible, combien sur 100 joules par exemple, combien sur ces 100 joules de chaleur je peux obtenir sous forme de travail utile. Donc ce rapport entre le travail utile et la chaleur consommée, c'est ce que j'appelle le rendement du moteur. Donc Carnot s'est posé cette question de savoir quel pouvait être le rendement maximum qu'on pouvait obtenir. Et il a obtenu un résultat qui est formidablement simple et élégant, et que je vous invite à découvrir maintenant, et puis après on verra un petit peu plus en détail comment en pratique il a imaginé un cycle qui permet d'obtenir ce rendement maximal. Alors la découverte de Carnot, c'est que ce rendement maximal n'est pas égal à 1. On ne peut pas transformer intégralement la chaleur en travail, mais c'est une quantité qui ne dépend que des températures de la source chaude utilisée pour faire marcher le moteur, et d'une source froide qui est obligatoirement présente. Pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos, je vous invite à aller regarder les précédentes vidéos qui expliquent le principe du moteur, où il est bien expliqué que pour faire fonctionner un moteur, on a absolument besoin d'avoir deux sources de chaleur, de températures différentes. Avec une seule température, il est impossible de faire tourner un moteur de manière cyclique, puisque de façon très schématique, un moteur, c'est un gaz qui effectue des cycles et qui enchaîne une détente à chaud suivie d'une compression à froid. Si vous ne refroidissez pas le gaz une fois qu'il est détendu, il ne va pas se comprimer, on ne va pas pouvoir avoir un cycle qui fonctionne. Donc on part de là, on part d'un cycle qui effectue des transformations, et donc Carnot montre que le cycle optimal est obtenu dans certaines conditions qu'on verra après, mais que surtout le rendement de ce moteur idéal est une expression qui ne dépend que des températures, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de la pression, du temps qu'il fait, de la nature du gaz que vous mettez à l'intérieur, et puis surtout de la façon dont on va faire le moteur. Donc des aspects techniques, mais aussi de la nature de la source de chaleur. C'est-à-dire que Carnot nous dit, quelle que soit la façon dont vous allez chauffer votre gaz, quelle que soit la source chaude que vous allez utiliser, que ce soit une flamme, que ce soit l'énergie solaire ou n'importe quelle source d'énergie miraculeuse que les générations futures découvriront,
eh bien, quel que soit le type de source de chaleur, quel que soit le gaz que vous utiliserez, vous obtiendrez toujours à la fin un rendement qui ne peut pas être supérieur au rendement maximal théorique que voici. Et donc le suspense a assez duré, que vaut-il? Eh bien, regardez cette formule comme elle est simple. Le rendement de Carnot, il ne dépend que des températures, et il vaut 1 moins T froid sur T chaud. T froid, c'est la température de la source froide, T chaud, c'est la température de la source chaude, exprimée en Kelvin. Donc par exemple, si vous avez un moteur idéal de Carnot qui fonctionne entre une température de 0 degrés Celsius et 100 degrés Celsius, eh bien ça vous fait un rendement de 1 moins donc 273 sur 373, c'est-à-dire 27%. Si vous avez un moteur qui fonctionne entre 20 degrés Celsius et 600 degrés Celsius, eh bien ça vous fait un rendement de la machine de Carnot d'environ 66%. Donc ça veut dire que n'importe quel moteur dont la température de la pièce la plus chaude sera de 600 degrés, et la température de la pièce la plus froide sera de 20 degrés, ne pourra pas avoir un rendement qui sera supérieur à 66%. Parce que le rendement de la machine de Carnot, c'est le rendement maximal qu'on peut atteindre pour n'importe quel moteur. Allons un petit peu plus loin maintenant dans l'exploration de ce cycle de Carnot. On va essayer en fait de construire un petit peu, en faisant des raisonnements un peu qualitatifs, à quoi ressemble le cycle de Carnot, avec l'idée de dire comment je peux fabriquer le moteur qui va avoir le rendement maximal, puisqu'on a vu que le rendement de Carnot c'était le rendement maximal de n'importe quelle machine thermique. Alors pour ça il faut d'abord bien être précis sur les termes. Lorsque je dis que le moteur de Carnot est le plus efficace, ça veut dire que c'est le moteur qui transforme le plus efficacement une chaleur en un travail. Ça ne veut pas dire que c'est le moteur le plus puissant. La puissance d'un moteur, c'est le travail qu'il est capable de délivrer divisé par le temps. Donc derrière l'idée de moteur puissant, il y a l'idée que vous allez être capable de délivrer un certain travail dans un intervalle de temps réduit. Un moteur puissant, c'est un moteur qui est capable de fournir beaucoup de travail en un temps court. Donc ici, je ne parle pas de temps, de vitesse, de fréquence du moteur, etc. Je parle juste de rendement. Donc là, je suis en train d'essayer de réfléchir sur le papier à comment fabriquer le moteur le plus efficace possible. Donc je ne vais pas faire la démonstration mathématique. Elle peut se faire de différentes manières. Vous les trouverez dans n'importe quel bon ouvrage de thermodynamique de niveau licence universitaire. C'est quelque chose de très classique. Moi, je voudrais vous présenter un peu un autre point de vue pour retrouver en fait ce cycle de Carnot qui est bien connu et qui est composé, donc là je vais parler aux gens qui ont déjà vu ça, de 2 isothermes et de 2 adiabatiques. Comment on peut retrouver ça sur des considérations un petit peu avec les mains, qualitatives. Donc partons du principe qu'un moteur idéal, ça va être un gaz enfermé dans un cylindre avec un piston mobile qui va subir un cycle de transformation. Je vais partir du fait que ce moteur fonctionne avec une source d'énergie externe, donc qui est à combustion externe, c'est-à-dire que ce gaz enfermé dans un cylindre va subir une série de transformations en étant successivement en contact avec une source chaude, température T chaud, et une source froide à la température T froid. Et je vais essayer de réfléchir comment faire subir à ce gaz un cycle de transformation qui va pouvoir transformer le plus efficacement possible une quantité de chaleur externe en un travail. Alors pour ça, je vais utiliser 2 transformations de base. Tout d'abord la transformation isotherme et ensuite la transformation adiabatique. Alors on va commencer par s'intéresser à la phase la plus utile du cycle, c'est la phase de détente. Oui, c'est la phase de détente puisque c'est elle qui pousse le piston, c'est elle qui va donner le travail utile. La phase de compression, ensuite, elle est là parce qu'il faut bien qu'elle soit là, mais parce qu'il faut bien revenir au point de départ, mais c'est du travail qui est consommé par le gaz, donc c'est du travail qu'il faut fournir, donc c'est pas la partie utile du moteur. Donc intéressons-nous d'abord à cette partie, à cette phase de détente. Je veux que cette phase de détente soit la plus efficace possible dans la conversion entre la chaleur et le travail. Il faut imaginer que pendant cette phase, le gaz va donc absorber la chaleur et qui va la transformer en travail, et je voudrais que cette transformation soit la plus efficace possible. Est-ce qu'il est possible que cette transformation, cette détente, soit 100% efficace? C'est-à-dire que 100% de la chaleur prise par le gaz soit intégralement transformé en travail. Eh bien, sur une transformation donnée,
une détente? La réponse est oui. Et la façon de faire ça, c'est de faire une détente qu'on appelle isotherme. Alors isotherme, ça veut dire à température constante. Alors pourquoi à température constante? Si vous réfléchissez, lorsqu'un gaz absorbe de la chaleur, qu'est-ce qui lui arrive en temps normal? Lorsque vous apportez de la chaleur à un objet, en général, il chauffe. Il chauffe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa température augmente. Donc en général, lorsque une quantité de chaleur est absorbée par un gaz, la température de ce gaz augmente. Ça veut dire quoi la température augmente? Ça veut dire la vitesse d'agitation thermique des molécules augmente, ça veut dire que le gaz s'est pris une partie de la chaleur pour lui, il l'a gardé pour lui, et il va plus vite, il se l'est gardé. Là, ce qui va se passer dans une détente isotherme, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est pas une transformation qui est très forcément facile à comprendre du premier coup. D'ailleurs, elle pose pas mal de défis pédagogiques à nous autres enseignants lorsqu'il s'agit d'en parler devant des étudiants. Parce que c'est pas très logique de penser qu'on va absorber de la chaleur et que le gaz ne va pas chauffer. Donc, pour comprendre ce qui se passe, on peut peut-être raisonner un peu en deux étapes. Imaginez d'abord que le gaz absorbe la chaleur. Il va absorber la chaleur, il va chauffer, il va aller plus vite. Donc si les molécules vont plus vite, la pression du gaz va augmenter. Ça veut dire que chaque molécule, à chaque fois qu'elle va rencontrer une paroi, elle va taper plus fort dessus. Donc ça c'est vrai sur toutes les parois, mais c'est en particulier vrai pour la paroi mobile qui est au-dessus du piston et qui ferme le récipient. Donc lorsque les molécules tapent plus fort sur la paroi mobile, elles vont le pousser vers le haut. C'est ça qui va faire qu'il va y avoir détente. Sauf que, et c'est ça qui est important, quand une molécule, imaginez une molécule qui arrive vers la paroi mobile, vers le haut, tape sur la paroi. Elle tape sur la paroi, elle lui donne une certaine impulsion. C'est-à-dire que la paroi part avec une certaine vitesse. Donc elle cède une partie de cette énergie. Donc l'énergie que la molécule avait gagnée par la source de chaleur en chauffant, elle va la recéder à la paroi mobile lorsqu'elle va rebondir dessus et repartir vers le bas avec une vitesse plus faible. Donc au final, dans un cas qui se passe bien comme ça, on peut avoir l'intégralité de la chaleur prise à la source chaude qui va passer sous forme de travail sans que le gaz ne garde pour lui de l'énergie interne, c'est-à-dire n'augmente sa température. Alors pour réaliser en pratique ce genre de transformation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà des parois qui soient très bonnes conductrices de la chaleur. Donc par exemple, on peut imaginer des parois très fines, en métal. Vous imaginez par exemple, je sais pas, comme une canette de soda. Bon, une paroi métallique très fine qui laisse très bien passer la chaleur. Et puis il faut que la transformation soit lente. Parce que pour que la température soit toujours la même à l'intérieur, qu'il soit la même qu'à l'extérieur, il faut que les échanges de chaleur soient possibles. Et les échanges de chaleur, c'est très lent. Donc il faut laisser le temps au truc de se faire. Donc on voit déjà, je parle de lenteur, que je ne suis pas en train de fabriquer le moteur qui va être le plus puissant du monde. Ce n'est pas un moteur que vous allez vouloir mettre dans votre voiture ou dans n'importe quel autre dispositif, parce qu'un moteur très lent, voilà, il va peut-être être très efficace, mais il ne va pas être rapide. Donc ça prend la chaleur, ça la transforme en travail, bon, très bien. Et ça, c'est super, puisque si le gaz n'a pas chauffé, c'est-à-dire qu'il ne s'est pris aucune énergie pour lui, il a pris la chaleur de l'extérieur, il l'a transformé en travail. Donc c'est un peu un passe-plat, quoi. Il a pris la chaleur, l'énergie inutile, il l'a transformé en travail, de l'énergie utile, et il a fait ça avec 100% d'efficacité. Donc c'est super, pour l'instant, on ne peut pas faire mieux. Mais c'est pas fini. Parce que si on veut que notre moteur fonctionne, il faut que cette phase de détente soit suivie d'une phase de compression, et il faut que la compression se fasse à froid. Donc, on peut, avant de continuer, essayer de représenter ce qu'on vient de dire sur un diagramme. Alors c'est peut-être un peu abstrait, mais c'est pas bien compliqué. On représente en général des cycles de moteur sur des diagrammes qu'on appelle des diagrammes de Clapeyron, où on représente la pression du gaz en fonction du volume. Alors ceux qui ont vu les vidéos précédentes sur la loi des gaz parfaits savent que si le gaz se comporte comme un gaz parfait, il suit une loi qui s'appelle la loi des gaz parfaits et qui nous indique que lorsque le gaz suit une transformation à température constante, le produit P fois V, la pression par le volume, reste constant. Donc lorsque je représente P en fonction de V, cette loi d'évolution, c'est une loi mathématique de la forme P égale constante sur V,
qui est une hyperbole en mathématiques, qui se représente de cette manière-là. Donc je peux représenter l'hyperbole qui va représenter l'isotherme à la température T chaud, et celle qui va représenter l'isotherme à la température T froid. Donc pour l'instant, j'ai décrit simplement donc, la détente qui va se passer à la température T chaud, donc elle est en haut sur le schéma, et c'est une détente, ça veut dire que le volume augmente, et la pression diminue, donc c'est une courbe qui est décrite comme cela, de la gauche vers la droite sur la partie supérieure. Alors, je dessine ça parce que, vu qu'on est en train de chercher comment va se faire en pratique ce cycle, eh bien, il faut qu'au bout d'un cycle entier, c'est-à-dire d'un aller-retour complet de mon piston, je sois revenu sur le même point dans le diagramme P en fonction de V. En décrivant une première isotherme donc sur la partie chaude, et puis l'isotherme sur la partie froide en bas pour le retour. Mais il se pose un problème maintenant, c'est comment je vais connecter les deux. Je sais qu'il faut que je refroidisse le gaz, mais comment je vais faire pour les connecter? Alors il y a plusieurs manières de faire des moteurs, et à chaque manière de le faire, on peut associer un nom de moteur différent. Alors par exemple, si on connecte les deux isothermes avec deux droites comme ça, qui vont être verticales, eh bien, on obtient ce qu'on appelle des transformations isochores. Isochore, ça veut dire à volume constant. C'est-à-dire qu'on passe de la partie chaude à la partie froide en refroidissant le gaz, en maintenant le volume constant. Eh bien ça, c'est le cycle du moteur de Stirling idéal. Donc le moteur de Stirling que l'on a décrit précédemment dans le MOOC peut se modéliser. C'est un modèle, hein, mais peut se modéliser par une série de deux isothermes et de deux isochores. De cette manière-là, après, il faut savoir que les cycles de Stirling réels sont assez loin, en général, de ce cycle idéal, mais voilà comment on peut le modéliser. Si rien n'est fait de particulier dans le moteur, s'il n'y a pas de régénérateur, etc., ce cycle de Stirling ne correspond pas à un cycle de Carnot, c'est-à-dire qu'il n'a pas le rendement maximal que peut avoir mon rendement de Carnot. Continuons notre exploration de ce cycle-là en essayant de voir comment je peux rendre un cycle de moteur le plus efficace possible. Donc il faut maintenant refroidir le gaz, et on va essayer de le faire de la façon la plus efficace possible. Alors qu'est-ce qui est le plus efficace possible? C'est là que va intervenir une autre type de transformation. On va faire une transformation qu'on appelle adiabatique. Alors pourquoi transformation adiabatique? Parce que on a vu tout à l'heure que lorsqu'une molécule tape sur la paroi mobile et pousse la paroi, elle revient plus lente, puisqu'elle a poussé la paroi, elle a communiqué une partie de sa quantité de mouvement, de sa vitesse, si vous voulez, à la paroi mobile. Donc quand elle rebondit et qu'elle revient vers le gaz, elle est plus lente. Donc ensuite, elle communique son énergie plus faible par des collisions successives à toutes ses petites camarades. Et au final, la vitesse moyenne du gaz finit par décroître, et on a la température du gaz qui diminue. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'un gaz qui se détend, s'il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur, sa température va diminuer. Donc, ça c'est très bien pour nous. Pourquoi? Parce que si, une fois que la détente isotherme s'est passée, je change, on ne sait pas trop comment, pour l'instant on s'en moque, je change la nature des parois du récipient pour qu'ils deviennent adiabatiques, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'échange de chaleur avec l'extérieur. Donc ça, les parois adiabatiques, concrètement, c'est ce que vous avez dans votre bouteille thermos, ou dans votre glacière, ou dans un sac isotherme. C'est des sacs, c'est des parois qui ne laissent pas passer la chaleur. Donc si vous changez la nature de la paroi et que vous laissez le gaz continuer à se détendre, il va se refroidir, puisqu'un gaz qui se détend, il se refroidit, et en même temps, il va vous donner du travail. Donc ça, c'est super, parce que ça fait du travail gratuit, qui vous a rien coûté, qui vous a pas coûté de la chaleur, comme dans l'étape isotherme, et qui vous donne un travail supplémentaire sans que ça vous coûte la moindre chaleur à dépenser. Donc on est content, on a refroidi notre gaz. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va comprimer de façon isotherme le gaz. Donc là, ça va nous coûter du travail, mais le gaz est froid. Donc ça va nous coûter beaucoup moins de travail que le travail que nous a donné le gaz lorsqu'il s'est détendu à chaud. Imaginez, vous ayez à comprimer un gaz froid. Moi, je reprends mon exemple avec ma petite seringue là. Le gaz est froid, je le comprime. Bon, ça me demande un petit effort. Voilà.
Si le gaz maintenant il est chaud ici, ça veut dire que sa pression est plus élevée. Là, s'il faut que je le comprime, c'est beaucoup plus difficile à comprimer. Donc si le gaz, quand il se détend, il est à haute pression, donc il est chaud, il va me donner plus de travail que j'en ai besoin pour le comprimer à froid. Donc on fait une compression isotherme à froid, et ensuite il y a la phase de chauffage, voilà, de chauffage du gaz qui là potentiellement peut être un peu critique pour l'efficacité du moteur, parce que j'ai un gaz froid, il faut que je le chauffe avant qu'il se détende. Ben, si je le fais avec une autre type de transformation, c'est-à-dire avec par exemple une transformation isocore ou isobar ou ce qu'on veut, c'est-à-dire si j'apporte une quantité de chaleur extérieure, ben, ça va être une quantité de chaleur qui va être prise au milieu extérieur et qui va faire partie de ce que j'aurais dépensé pour obtenir du travail, donc ça va contribuer à diminuer mon rendement. Alors que si j'utilise pour faire le chauffage une transformation adiabatique, et bien là, c'est gagné. Pourquoi? Parce qu'une transformation adiabatique, elle va me permettre de transformer un travail en augmentation de température sans qu'il y ait de chaleur dépensée. Pour le même, on peut le voir avec le même type de raisonnement que précédemment. Imaginez que vous ayez un gaz dans un récipient avec des parois bien isolées thermiquement. Vous appuyez dessus. Donc vous communiquez une certaine vitesse au piston qui descend dans le gaz. À chaque fois qu'une molécule va rebondir sur ce piston, elle rebondit pas, le piston n'est pas immobile, il se déplace vers le bas, donc elle va rebondir avec une vitesse plus grande que ce qu'elle avait en arrivant dessus. Donc en faisant ça, eh bien, elle repart plus vite. Elle va va se collisionner avec plein d'autres molécules. Elle va alors, au final, communiquer cette vitesse plus importante. Ça va se thermaliser, la température va augmenter. Et vous avez donc comme ça augmenté la température d'un gaz simplement en le comprimant. Donc de la même façon qu'une détente s'accompagne en général d'un refroidissement, quand il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur, une compression s'accompagne d'un réchauffement. Lorsque vous pompez vos pneus de vélo, vous avez remarqué qu'au bout d'un moment, la pompe est chaude, c'est le gaz qui subit une série de compressions successives finit par s'échauffer et vous le sentez bien. Donc, on va fabriquer un cycle parfait, idéal, en alternant des isothermes qui sont la transformation la plus efficace qui soit pour transformer de la chaleur qui vient de l'extérieur en un travail, qu'on va combiner à des transformations adiabatiques qui sont, elles, ce qu'il y a de mieux pour convertir non pas de la chaleur prise à l'extérieur, mais de l'énergie interne, c'est-à-dire de l'énergie d'agitation thermique, pour la transformer en travail. Donc ça, schématiquement, pour relier donc mes deux isothermes qui sont représentés ici et là, eh bien on les relie par donc deux courbes qui traduisent des transformations adiabatiques. Donc pour aller un peu plus dans le détail, elles sont adiabatiques réversibles, puisque ce sont des transformations qui peuvent être effectuées dans un sens comme dans l'autre. Les équations de ces courbes-là sont un petit peu plus complexes que l'équation de l'isotherme. Au lieu de s'écrire PV égale constante, c'est-à-dire P égale constante sur V, elles s'écrivent PV à la puissance gamma égale constante, où gamma c'est un certain coefficient qui vaut pour l'air, par exemple, considéré comme un gaz parfait, 1,4. Donc on a des courbes qui ressemblent à des isothermes, mais un petit peu plus pentues, un petit peu plus penchées comme ça. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, donc ça c'est vraiment du niveau universitaire, vous pourrez trouver dans n'importe quel livre de thermodynamique la démonstration qui permet, à partir de ce cycle-là, de démontrer que le rendement de ce cycle idéal est le rendement de Carnot, c'est-à-dire vaut 1 moins T froid sur T chaud. En pratique, ce moteur, il est bien sûr pas évident à réaliser. Pourquoi? Parce que il faut changer la nature de la paroi. Donc il y a une façon qu'on pourrait imaginer pour le faire, c'est de partir d'un cylindre qui contient du gaz avec des parois bonnes conductrices de la chaleur, des parois métalliques et fines comme la boîte de conserve qu'on avait utilisée dans l'expérience précédente. Et puis on fait une détente isotherme, c'est-à-dire qu'on place le cylindre dans un bain chaud
et puis on attend tranquillement que le piston s'élève de manière isotherme. Donc ça, si la transformation est suffisamment lente et que la chaleur passe bien, ça devrait se faire de façon relativement isotherme. Puis quand c'est fini, quand la partie de la transformation isotherme est finie, mais sans que le piston ait atteint complètement son point le plus haut, bah là, faut imaginer qu'on change la nature de la paroi. Donc là, je ne sais pas trop comment on va faire en pratique, mais on ne fait pas de l'ingénierie là, on modélise, on cherche donc on change la nature de la paroi. Donc par exemple, on recouvre le cylindre d'un isolant thermique pour empêcher qu'il y ait tout contact avec thermique avec la source chaude. Donc là, le piston va continuer à monter encore, puisque là on est encore dans la phase de détente, le volume continue encore à augmenter, mais cette fois-ci de manière adiabatique. Donc là la température va diminuer, puisqu'il n'y a plus d'échange avec l'extérieur, la température va diminuer jusqu'à ce que le gaz soit froid. Ensuite, c'est pas terminé, on enlève l'isolant thermique et on met le cylindre en contact avec la source froide. Donc par exemple, c'est comparable à ce que dans l'expérience précédente j'avais fait en passant de la torche au bol d'eau. On le met en contact avec la source froide et là on a à nouveau transformation isotherme, échange de chaleur, la chaleur s'en va du gaz sans que la température ne change. Puis il reste la dernière étape à faire, c'est la compression adiabatique. Donc là on remet l'isolant thermique autour du corps du moteur et puis on attend que le gaz finisse sa compression et cette fois-ci cette compression va s'accompagner d'un chauffage qui va augmenter la température jusqu'à la température chaude et on revient au point de départ. Donc voilà, vous voyez, j'espère que c'est un moteur qui n'est pas réaliste, qui n'est pas un moteur réalisable en pratique, mais c'est une belle conceptualisation qui permet en fait aux ingénieurs de situer un petit peu leur moteur réel, comment il se compare par rapport au moteur de Carnot. Alors puisque le rendement de Carnot, ça représente le rendement maximal qu'on peut obtenir pour un moteur, eh bien les motoristes, les gens qui conçoivent des moteurs, parlent aussi bien en termes de rendement absolu, c'est-à-dire le rapport W sur Q, le rapport du travail sur la chaleur consommée, mais ils peuvent aussi parler en termes de rendement par rapport au rendement du Carnot idéal. Ça veut dire que si vous avez un moteur qui fonctionne entre 20 degrés et 600 degrés, on a vu qu'il avait un rendement de Carnot optimal de 66%. Donc ça veut dire que de toute façon, on n'arrivera jamais, avec un moteur qui fonctionne avec ces températures-là, à aller au-delà de 66%. Donc on peut décider de dire que par exemple un moteur, il va avoir 50% du Carnot. Quand on dit 50% du Carnot, bah, ça veut dire en réalité que son rendement réel est de 33%. Donc la moitié de 66, la moitié du rendement idéal de Carnot. Donc voilà, j'espère que on a été un petit peu plus dans le détail par rapport au reste du MOOC. J'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez peut-être une conception un petit peu plus physique de ce que c'est que le cycle de Carnot.